Dernière heure, Matthew Johnson exécuté. Vivant. Plus, dernier repas et paroles, couloir de la mort, dernière heure, le 20 mai 2025, Matthew Lee Johnson a affronté son destin final dans le couloir de la mort, après un crime qui a choqué Garland, Texas. Qu'est-ce qui a conduit cet homme à commettre un acte si dévastateur contre Nancy Harris? Quel a été son dernier repas avant la clive? Injection létale? Et qu'a-t-il dit dans ses dernières paroles? Reste jusqu'à la fin pour découvrir chaque détail de cette histoire choquante. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne pas manquer cette affaire. Si tu es passionné par les histoires réelles de crimes, justice et rédemption, mets un like, partage et abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci. Commençons avec l'histoire tragique de Matthew Johnson et Nancy Harris. 1. Aube tragique à Garland. C'était le 20 mai 2012, peu après 7 heures du matin à Garland, Texas. La ville était encore enveloppée dans le calme du lever du soleil, avec des rues silencieuses et des magasins à peine en train d'ouvrir leurs portes. Dans le magasin de convenance Wiping, Nancy Harris, une femme de 76 ans, commençait son tour matinal comme elle l'avait fait pendant des années. Elle serpillait le sol, organisait le comptoir et s'assurait que tout était prêt pour les Fonsolites. Premier client du jour. Nancy était une figure aimée dans le voisinage, aimable, travailleuse et connue pour résoudre les problèmes avec une parole ferme, mais sereine. Ce matin-là, cependant, la routine de Nancy s'est brisée de la manière la plus dévastatrice imaginable. La porte du magasin s'ouvrit et entra Matthew Lee Johnson. Il ne venait pas pour acheter quoi que ce soit. Dans sa main, il portait une bouteille en plastique, remplie d'un liquide inflammable, et dans sa poche un briquet. Il ignora les étalages remplis de rafraîchissements et de snacks, et se dirigea directement vers la caisse enregistreuse, avec des pas décidés et une intention claire. Nancy, avec le professionnalisme qui la caractérisait, le suivit et lui dit qu'il ne pouvait pas être derrière le comptoir. Elle n'éleva pas la voix, ne montra pas de peur. Elle fut juste claire et ferme, comme quelqu'un d'habitué à gérer des situations difficiles avec des mots. Mais Mahou ne l'écouta pas. En un mouvement, rapide et glaçant, il leva la bouteille et versa le liquide inflammable sur la tête de Nancy, la trempant complètement. Il lui ordonna d'ouvrir la caisse enregistreuse, sa voix chargée de urgence. Alors que Nancy obéissait, Matthew Wu prit tout ce qu'il put. De l'argent, liquide, un paquet de tonsifs, cigarettes et, selon les caméras de sécurité, même une bague que Nancy portait. Plus tard, il dirait qu'il ne se souvenait pas avoir pris la bague, mais les images étaient claires et irréfutables. Cependant, ce qui s'est produit, après a transformé ce vol en produit, quelque chose de beaucoup plus grave, un acte qui marquerait Garland pour toujours. Étant à seulement quelques centimètres de Nancy, avec le briquet encore en main, Mo l'actionna une fois. Selon lui, son intention était seulement de lui faire peur pour qu'elle s'éloigne. Mais Nancy ne bougea pas. Il l'actionna de nouveau. Et une autre fois. La troisième fois, l'étincelle prit les vêtements de Nancy, trempés par le liquide inflammable, s'enflammèrent instantanément, transformant le magasin en une scène de cauchemar. Mo n'essaya pas d'aider, ne regarda pas en arrière. Il prit un bonbon près de la sortie et sortit en marchant avec un calme qui est difficile à comprendre, laissant Nancy enveloppée dans les flammes derrière le comptoir. Nancy, malgré la douleur inimaginable, lutta pour sa vie avec une force extraordinaire. Elle courut vers l'évier du magasin, en éclaboussant de l'eau sur ses vêtements dans une tentative désespérée d'éteindre les flammes. Mais le feu était implacable. Elle ôta son chemisier en flammes, le laissant tomber au sol avec l'espoir que cela arrêterait l'incendie. Mais ce ne fut pas suffisant. Les flammes se propagèrent rapidement à son soutien-gorge et puis à la jambe de son pantalon. Maintenant, presque tout son corps était enveloppé dans le feu. Toujours en luttant, Nancy réussit à tituber vers l'entrée du magasin. Elle poussa les portes et sortit sur le parking.
en criant à l'aide, tandis que la fumée la suivait, laissant une traînée sombre derrière elle. Ses cris brisèrent le tout silence du matin, alertant quiconque se trouvait à proximité. Le sauvetage et la chasse à l'homme. À ce moment critique, 2 officiers de police, Billy Coffey et Anthony Simon, patrouillaient près du magasin Wiping. Depuis la distance, ils remarquèrent de la fumée sortir par les fenêtres et des mouvements étranges à l'UTC intérieur. Juste au moment où ils arrivaient au parking, Nancy sortit en courant par les portes enveloppées dans les flammes, son corps luttant contre un feu qui s'accrochait à elle avec une intensité effrayante. L'officier Coffey n'hésita pas une par seconde. Il prit un extincteur de la voiture de patrouille et courut vers Nancy, la arrosant aussi vite qu'il le put pour éteindre les flammes. Pendant ce temps, l'officier Simon essayait de la maintenir, consciente en lui parlant, lui demandant de résister. Quand ils réussirent finalement à éteindre le feu, Nancy était toujours en vie, mais supportant à peine une douleur que nous pouvons difficilement imaginer. Malgré son état, Nancy montra une force incroyable. D'une voix faible, elle leur donna une description de l'homme qui l'avait attaqué. Un homme afro-américain de constitution, robuste, vêtu d'un t-shirt et d'un jean. Ce n'était pas beaucoup d'informations, mais ce fut suffisant pour que la police commence une recherche immédiate dans les rues de Garland. À l'intérieur du magasin, les officiers trouvèrent le tiroir caisse vide. Selon le gérant, il ne contenait qu'environ $80 en billets et pièces. Ce fut tout ce que Massus emporta. Une poignée d'argent, un paquet de cigarettes, une bague et un bonbon, un butin insignifiant qui déclencha une tragédie irréparable. Alors que la police commençait la chasse à l'homme, le pompier et paramédic William Cruz arriva sur les lieux. Un officier, lui, désigna Nancy allongée sur le sol, devant le magasin. Les brûlures couvraient son visage, ses épaules, ses bras, son abdomen et ses jambes. Certaines blessures étaient si profondes qu'elles avaient détruit toutes les couches de sa peau. Nancy était toujours consciente, bien qu'elle pouvait à peine bouger. Elle répétait presque dans un murmure. « Aidez-moi, aidez-moi, s'il vous plaît. » Il y avait de la panique dans sa concesse voix, mais aussi une clarté dévastatrice. Nancy savait à quel point son état était grave, et sa supplique reflétait non seulement de la peur, mais une compréhension effrayante de la réalité. Alors que les paramédics travaillaient pour la stabiliser et la transporter à l'hôpital, la police était déjà en train de chercher le responsable. Mo, pendant ce temps, était en pleine fuite. Il sauta des clôtures, jeta son t-shirt dans une poubelle, vola un vélo sur un Porsche et se déplaça dans le voisinage en essayant de disparaître. En chemin, il fuma une autre cigarette volée. Il se cacha parmi des buissons et même se battit avec un homme qui essaya de l'arrêter, mais son évasion dura peu de temps. Environ 1 heure après l'attaque, un officier l'aperçut. Après une brève poursuite à pied, Mo fut arrêté. Dans ses poches, ils trouvèrent la bague de Nancy et quelques en liquide. À la station de police, Mao n'eut d'autre option que de confesser. Il admit le vol au magasin, les cigarettes, l'utilisation du liquide inflammable, mais insista sur le fait que c'était un accident, qu'il était sous l'influence de stupéfiants et qu'il voulait seulement l'effrayer, Nancy, pas la blesser. Cependant, les preuves étaient accablantes. Les caméras de sécurité avaient tout capté, depuis la bouteille jusqu'au briquet, et ça, sortie insouciante. Personne ne crut sa version selon laquelle c'était un accident. La lutte de Nancy à l'hôpital, pendant que Mayo était en garde à vue, Nancy Harris luttait pour sa vie au Pôle Hospital. Parkland de Dallas, l'un des meilleurs centres pour brûler au Texas. Le docteur John Hunt, un spécialiste des brûlures, décrivit ses blessures comme dévastatrices. Plus de 40% de son corps était couvert de brûlures du 2e au 4e degré, particulièrement dans la partie supérieure. Bien que connectée mi-dot à un tube de respiration qui l'empêchait de parler, Nancy restait consciente et alerte. Les infirmières racontèrent qu'elle utilisait ses doigts pour épeler des mots, posant des questions du mieux qu'elle pouvait. Dans un moment déchirant, elle demanda à une infirmière si elle allait mourir. Les médecins lui expliquèrent les traitements qu'ils essayaient
les greffes de peau, les médicaments, les soins intensifs. Mais Nancy, épuisée et consciente de la gravité de ses blessures, secoua la tête. Elle ne voulait pas continuer à se battre. Sa famille, respectant son testament de vie, décida de suspendre le traitement. 5 jours après l'attaque, le 25 mai 2012, Nancy Harris décéda. Des suites de ses brûlures, sa perte laissa un vide dans sa communauté et transforma l'affaire de Matthew Johnson en une affaire de meurtre capital. Le parquet n'eut pas à faire d'efforts pour construire son dossier. Les images de surveillance étaient claires. La bouteille avec le liquide inflammable fut retrouvée et Mascio avait confessé. Mais, au-delà des preuves, ce qui sortit à la lumière pendant le procès révéla beaucoup plus sur qui était Matthew Johnson et pourquoi ce crime ne fut pas un incident isolé. Le procès et le passé de Matthew. Le procès de Matthew Johnson commença en 2013 et les preuves contre lui étaient accablantes. Les images de surveillance montraient chaque étape du crime, le moment où il versa le liquide inflammable, comment il actionna le briquet et comment il sortit du magasin avec calme. La bouteille avec le liquide fut retrouvée et Mo avait confessé. Il n'y avait pas de place pour le doute. À la barre, Matthew ne nia pas. Il monta à la barre et parla, avec franchise. Il raconta que la nuit avant le crime, il était à une réception en mariage chez son frère à quelques pâtés de maison du magasin Wiping. Il but excessivement, et vers minuit, un parent lui donna de l'argent pour réparer sa voiture. Mais Matthew avait d'autres plans. Il marcha quelques pâtés de maison, trouva et mit un trafiquant et dépensa tout l'argent en stupéfiants. Selon son propre témoignage, il consomma 10 doses de crack entre minuit et 4 heures du matin. Puis il prit un médicament pour se calmer et retourna à la maison de son frère, où il trouva une bouteille de vin dans la cour et la but entière. Ce fut alors que le désir, pour plus de stupéfiants, le conduisit à prendre une décision fatale. Il trouva une bouteille en plastique, la remplit avec du liquide inflammable et prit un briquet. Son plan, selon lui, était simple. Effrayer quelqu'un dans un magasin pour qu'il lui donne de l'argent. Mais ce qui se produisit au magasin, Wiping fut bien au-delà d'un simple vol. Au procès, Matthew s'appela lui-même ordure et dit qu'il méritait une punition sévère pour ce qu'il avait fait à Nancy Harris. Il suggéra même que on devrait lui faire la même chose qu'il lui avait fait. Mais dans la même déclaration, il demanda la clémence, non pour lui, mais pour ses 3 petites filles. Il ne voulait pas qu'elles grandissent en sachant que leur père avait été exécuté. Le jury, cependant, ne considéra pas seulement le crime. Ils découvrirent un historique inquiétant, qui dépeignait Mascio comme une personne dangereuse. Il avait été condamné précédemment pour vol, agression et phibite, des violations d'ordonnances d'éloignement. Il avait volé une voiture avec violence, menacé un policier, endommagé la propriété d'une ex-partenaire et eu des incidents perturbants avec des employés d'un hôtel. En prison, son comportement ne s'améliora pas. Il agressa Viva, un compagnon de cellule avec une telle force que l'homme eut besoin de 9 agrafes dans la tête. À une autre occasion, il eut un incident inapproprié avec une gardienne. Pour le jury, Matt était quelqu'un qui représentait un danger constant. Le 10 décembre 2013, le jury le déclara coupable de meurtre capital, et le condamna à mort. Ses avocats tentèrent de faire appel, argumentant que Mascio avait subi des abus dans l'enfance et que sa dépendance aux stupéfiants avait obscurci son jugement. Mais tous les appels échouèrent. Le couloir de la mort et la fin. Pendant plus d'une décennie, Matthew Johnson vécut dans le couloir de la mort, dans l'unité de Huntsville, Texas. En prison, son comportement continua à être problématique avec des incidents qui renforcèrent la perception qu'il n'avait pas changé, mais à mesure que sa date finale approchait, quelque chose en lui sembla se transformer. Le 20 mai 2025, exactement 13 ans après le crime qui changea tant de vies, arriva le jour de son exécution. Selon la loi du Texas, les détenus ne peuvent plus choisir un dernier repas spécial. Alors, Matthew reçut le même plateau standard que les autres détenus. Un repas simple sans rien de remarquable. Quand on lui demanda ces dernières paroles, Matthew parla avec un calme surprenant. Il s'adressa d'abord à la famille de Nancy Harris en disant « Alors que je regarde chacun de vous, je la vois elle ce jour-là.
Je vous demande seulement votre pardon. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Je prie pour qu'elle soit la première personne que je vois quand j'ouvrirai les yeux, et que je passe l'éternité avec elle. Puis il remercia Dieu pour la vie il lui avait donnée et s'adressa à ses compagnons dans le couloir de la mort, les appelant ses frères et leur disant que il les aimait. Il remercia aussi le personnel de la prison de l'avoir traité avec dignité, de lui avoir donné selon ses mots, le contre ses mots mérite seul, opportunité de me mettre en paix avec mon Seigneur. À sa femme et à ses filles, il dit, sachez seulement que ce n'était rien que vous aviez fait. J'ai pris de mauvaises décisions, j'ai fait de mauvais choix, et maintenant j'en paie les conséquences. Il termina par une prière. Je remercie le Seigneur pour ces derniers 13 ans. Il m'a donné l'opportunité de demander son pardon, et je le remercie pour sa rédemption. Reçois-moi, Père. Merci à chacun d'entre vous d'être ici. J'ai terminé Al-Qaïd. Peu après 6 heures du soir dans l'unité de Hansville, Matthew reçut une injection létale. Il allaita plusieurs fois, puis émit des sons, bas comme des ronflements. En moins d'une, tout mouvement cessa. À 1853, Matthew Lee Johnson, 49 ans, fut déclaré décédé. L'affaire de Matthew Johnson est une histoire de perte, de tragédie et de conséquences. Nancy Harris, une femme travailleuse qui faisait seulement son travail, perdit la vie d'une manière dévastatrice. Maziou, piégé par ses décisions et sa dépendance aux stupéfiants, paya le prix final dans le couloir de la mort. Que penses-tu de cette affaire? Crois-tu que la justice a été inaccomplie ou y a-t-il plus de nuances dans cette histoire? Laisse tes pensées dans les commentaires. Si cette histoire t'a choqué, n'oublie pas de mettre un like, de partager et de t'abonner pour plus de contenu sur des affaires réelles qui émeuvent le monde. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir accompagnés et à bientôt dans la prochaine.